Dans cette deuxième partie consacrée à Héraclite, je vais insister sur la lecture que fait Heidegger de Héraclite afin de comprendre aussi la pensée contemporaine qui en est issue. Donc depuis Héraclite, logos a été interprété différemment, comme ratio, comme verbum, comme loi du monde, comme ce qui est logique, comme la nécessité de la pensée, comme le sens, comme la raison. On voit donc la nature polysémique, ce terme de logos. Autant d'expressions qui veulent, dans le cadre de cette pensée de l'un, qui veulent nommer l'innommable, qui précède de l'un et qui vient de plus loin que tous les noms. Donc, l'un est au-delà de ce que l'on peut en dire. De telle manière que nous allons voir comment, dans cette conception, on va s'enfermer dans le langage. Dans le langage comme ce qui... comme un système, finalement, comme un système de signes, qui renvoie à des signes, un langage qui n'ouvre pas sur la réalité, un langage qui, comme on le verra avec Saussure, se distinguera le signifié du signifiant, mais où le référent sera le signifié lui-même, c'est-à-dire que les mots renvoient aux mots, les signes aux signes, mais ils ne renvoient pas à la réalité. On verra dans un contexte où justement la réalité nous échappe, puisque cette réalité qui est visée finalement, ce n'est pas l'être en tant qu'il est, mais c'est un reflet de l'un qui n'est pas. Le monde apparaîtra comme un miroir brisé dans lequel l'un va se refléter diversement, mais totalement, puisque dans chaque éclat de ce miroir brisé, le soleil se reflète parfaitement, mais ces éclats sont divers, sont différents, et sont plus ou moins égaux, ils sont plus ou moins grands. Et donc, l'un se reflète dans le monde comme dans un miroir brisé, totalement, il se reflète totalement dans chacun de ces éclats, mais plus ou moins, mais l'un est sans lettres. L'un est sans lettres. Cela vous rappelle le titre d'un ouvrage célèbre de Jean-Luc Marion, Dieu sans lettres. Pourquoi Dieu est sans lettres? Parce qu'on ne parle pas de Dieu en tant qu'être, mais de Dieu en tant qu'un. C'est ça ce qu'il faudra étudier. Et donc, l'un sans lettres se reflète dans un monde qui n'est que pur reflet, mais qui n'est pas l'effet d'un acte créateur, qui serait l'effet réel en tant qu'acte d'être d'un étant concret, précis, le monde, et sa diversité, la diversité des étangs, où chaque étang est réellement. Bon, encore faudra-t-il distinguer les différents étangs, mais peu importe ici, si on considère l'étang en tant qu'il est, nous devrons distinguer ce qui le définit, son essence, et son acte d'être, qui en fait un être réel, l'effet d'une œuvre créatrice, d'un être créateur. Tandis que dans une philosophie de l'un, le monde n'est qu'un reflet, une émanation, si on veut, mais un reflet de l'un qui n'est pas. Et donc, on ne peut pas parler d'effet, mais de reflet, si vous voulez. Alors, le logos, et ce chemin de pensée, comme dit Heidegger, qui conduit nulle part, puisque il s'agit de dire le rien,
c'est le rien qui se dit dans le logos, où le logos voudrait atteindre justement ce rien qui est le l'un sans l'être. Oui. Alors, Heidegger aime bien faire parler les mots à défaut d'atteindre le réel, et il nous dit comment le logos vient de legein en grec, qui signifie dire, parler, et donc il signifie à la fois dire et être dit, et il se donne à des analyses philologiques dans lesquelles il se complaît et qui le conduisent à dégager des différents sens du verbe legein, hein, un sens donc principal qui est celui de rassembler, hein, et qui se retrouve dans le verbe latin legere, hein, et en allemand legen ou lesen, et lire aussi, c'est rassembler, qui signifie donc aller prendre et réunir, récolter ce qui est dispersé, hein, comme le paysan qui rassemble sans parole le foin en botte qu'il laisse ensuite sur place. Bon, tout ça, je reproduis un peu l'analyse de Heidegger. Il faut que legein veuille dire, je cite, poser, présenter après s'être recueilli et avoir recueilli d'autres choses, pour permettre donc d'affirmer que le recueillement dans le repos exprime dans le silence l'indivisibilité innommable de l'un. Donc ce recueillement est l'œuvre du logos unissant, c'est-à-dire que donc tout est acte d'unir, et nous sommes donc bien, nous nous retrouvons bien encore une fois dans cette totalité immanente. Nous sommes bien dans, comme vous vous souvenez, la peiron, le feu, la peiron d'Anaximandre, le feu d'Héraclite sont immanents à un monde qu'ils constituent et reconstituent, quoi, en tant que principe. Et ici, le logos est aussi immanent à ce monde unifié et divisé. Et nous verrons comment, justement, Heidegger trouvera dans cette guerre des contraires de Héraclite une source d'inspiration pour construire sa pensée de l'Ereignis, hein, c'est-à-dire de cet événement qui est l'événement d'une double donation, vous savez, d'une donation, d'un contraire à l'autre. C'est quoi ce rapport d'un contraire à l'autre qui s'exclut l'un l'autre? Il faut que l'un disparaisse pour que l'autre apparaisse. Il faut qu'il se désapproprient pour que l'autre s'approprie. Mais les deux constituent l'ensemble, une totalité, quoi. Et nous verrons comment la nature aime à se cacher en ce sens, que elle n'est qu'un jeu des contraires qui apparaissent, dont l'un apparaît quand l'autre disparaît, quoi. Quand l'un se montre, l'autre se cache. C'est ça, Heidegger a mis en exergue ce mouvement de retrait, de l'un, qui justement, en tant qu'unité pure et nue, ne peut pas se laisser contaminer par la pluralité. Mais en même temps, comment justifier la pluralité au moyen qui doit être une pluralité? Alors donc, on se rend compte que cette pluralité est une relation mutuelle des contraires qui affirme que à l'origine de tout, il y a une donation. On verra cela. Donc l'unité de l'un résulte d'un long cheminement de la pensée, qui est un rassemblement. Le chemin se confond ici avec le but, en ce sens que le but c'est l'unité. L'unité c'est justement ce que on est en train de rassembler, grâce au langage, grâce au dire. Car legein signifie dire et parler, mais aussi s'étendre, c'est-à-dire se diversifier de façon multiple. Il dit donc en s'étendant, et il s'étend en se disant, ou en d'autres termes, il s'étend en s'unifiant. Et la distance crée le lien, quoi. Donc il faut trouver toujours dans l'opposition
l'accord de ce qui s'oppose. Il faut bien comprendre ce double mouvement des contraires, dans un jeu, que Héraclite appelle le polémos, la guerre des contraires, afin que le chaud soit chaud en étant du non chaud. Donc, il y a une sorte de jeu, de cache-cache entre les contraires, n'est-ce pas, où reste uniquement la relation entre eux, finalement. Une relation qui est une opposition en même temps. Un rassemblement, donc, est une unification de ce qui est distinct. Et ce rassemblement n'est pas un résultat, mais l'acte même d'unir, de l'un qui est en train d'unir. L'un est un acte d'unir. Et cet acte se concrétise dans un dire, dans le langage finalement, puisque le langage consiste en un système, c'est-à-dire un système de signes qui doit rassembler finalement aussi, d'une manière nominaliste aussi, il y a du nominalisme chez Heidegger aussi, où le langage doit se justifier une certaine logique, appelle une certaine logique. Il faut qu'il y ait une logique entre les mots pour qu'il y ait du sens. Et on s'aperçoit, tiens, que le sens est créé. Le sens est créé par le langage. Le sens, l'intelligibilité, donc, n'est plus dans la chose, dans la réalité, comme dans l'aristotélisme que nous avons étudié, mais le sens est créé par, il y a une logique du sens qui naît dans le langage et qui se crée, que nous créons, n'est-ce pas? Donc là, on y reviendra. La parole, donc, parle, signifie d'unité unie. Le langage contribue à unifier un sens, le logos. Le logos est au service de l'unité, mais en même temps, recueillir, rassembler, c'est plus qu'aller chercher des choses, en faire un tas, le rentrer, le mettre à l'abri. Heidegger parle toujours de manière énigmatique, ésotérique, c'est assez significatif d'ailleurs, puisque tout est langage, tout est langage. Et il s'agit de déceler le code, n'est-ce pas, qui nous permet de saisir la logique du sens, qui permet de comprendre ce que le langage veut dire. Et la récolte n'est pas ce dernier acte, la conclusion de la récolte, un acte supplémentaire. Elle est les choses déjà réunies. La conservation et la préservation font partie de la récolte. Nous sommes nous sommes ici dans une totalité immanente. L'unité elle-même, comme vous vous souvenez, la Peyronne, on disait qu'il était aussi présent dans toute chose, qu'il attire à lui, et qu'il est la source de toute chose, et il attire toute chose à lui. Et bien de même ici, tout cela se fait dans l'immanence, dans la totalité. Il n'y a pas de transcendance au sens où, en dehors au sens où, disons, il y aurait création ex nihilo, disons, ce qui serait considéré comme être, parce que dans le cadre d'une philosophie de l'être, il faut bien expliquer dans quelle mesure les choses sont. Ici, il ne s'agit pas de s'assurer que les choses soient, et qu'elles soient ce qu'elles sont. Ici, il s'agit de réunir, de rassembler, de créer du sens, d'unifier, et ainsi de faire agir l'un, de transformer l'un en un acte d'unir, pour s'abriter, comme il dit, contre le danger de la dispersion, qui serait purement et simplement la perte de l'unité. Alors je cite ici, « Toute récolte requiert en même temps que ceux qui récoltent se rassemblent, unissent leur travail sous le signe de la mise à l'abri, et ainsi recueillis, alors seulement ils recueillent. La récolte exige d'elle-même et pour elle-même ce recueillement. Dans la récolte, recueil, s'affirme un rassemblement
originel. Bon, voilà, c'est toujours le style de Heidegger, hein, qui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi, hein. Tout simplement ici, là, le rassemblement originel est l'œuvre de l'un en tant qu'acte d'unir, hein. Unir pour l'un consiste à s'abriter, pour se défendre contre ce qui le nie, c'est-à-dire la dispersion. Oui, on est toujours dans ce même mouvement de rapport entre l'un et le multiple, où l'un, à partir du moment où l'un n'est pas, l'un, l'être est pour lui un danger. Si l'être s'ajoutait à l'un, eh bien ce serait le multiple qui apparaîtrait. L'un est l'être, et donc l'être est de trop pour la pureté de l'un. Il doit s'effacer, il doit disparaître. On retrouve Anaximandre. C'est pourquoi la récolte ne se tient aucunement du côté du dire, de s'étendre, se bornant à l'accompagner. Bon, elle se loge dans son fond, oui, bon, c'est difficile. La récolte ainsi pensée ne se tient d'aucune manière aux côtés de l'étendre. Elle ne se borne pas non plus à l'accompagner, au contraire. La récolte est déjà logée au fond de l'étendre. Donc, vous voyez, Heidegger, comme tout s'enferme dans le langage, vous voyez, qui est seul la source du sens, il lui-même invente un langage, une langue. Et après, il faut décoder, n'est-ce pas, ce qu'il dit. Ce qu'il dit. De telle manière que penser va devenir traduire. Il s'agira de traduire un système de signes par un autre système de signes dans un autre système de signes. Donc, on traduit. Penser, c'est traduire. C'est ce que le heideggerien, un Derrida, à sa manière, avancera, développera. Donc, Heidegger comprend que la multiplicité sans unité est pur chaos, mais c'est la philologie qui lui vient en aide pour souligner, pour sauvegarder l'unité, en recourant au Legein, grec, au Legen, allemand, pour dire que nous avons à cœur ce qui est étendu devant nous dans la multiplicité, et donc qu'il importe de conserver les choses dans l'unité de leur rassemblement, l'étendre, c'est-à-dire le Legen, le Legein, l'unir, le dire, se dresse comme un barrage contre la dispersion qui, sans ce Legein, s'étendrait en sombrant dans le chaos d'une multiplicité, d'une division sans fin, toujours la même logique. Non, cet acte d'unir de l'un ne s'est jamais lui-même exposé à la dispersion, c'est-à-dire à sa négation, précisément, parce qu'il unit toujours. On est toujours dans cette immanence, cette double donation, qui est finalement ce jeu des contraires que Heidegger assimile à sa manière de penser, qui unit en se distinguant, qui s'oppose en s'unissant, en s'accordant, et qui ne s'accorde qu'en s'opposant. C'est-à-dire qu'il faut que l'un se cache pour que l'autre paraisse, quoi. Donc une pensée difficile, obscure, comme celle d'Héraclite. On pourrait dire aussi Heidegger l'obscur. Donc tout cela pour parler de cette unité comme acte unifiant de ce qui s'étend, s'étale dans la multiplicité. Et donc tout doit être rassemblé pour former un sens, mais en s'enfermant dans le langage. C'est le langage, puisque vous vous souvenez que l'intellect, le logos, ce qui intellige, est tourné vers l'au-delà, vers l'un qui est au-delà de toute intellection possible, vers l'inintelligible, vers ce dont on ne peut pas parler, vers l'indicible, au sens où il n'y a rien à dire, si ce n'est que c'est le rien qui est à dire. C'est le rien qui est à dire. Et tout ce jeu, et c'est pourquoi la pensée contemporaine, vraiment, sombre dans l'inintelligibilité. Si vous ouvrez un livre, Heidegger lui-même, ou même Lévinas, ça vous tombe des mains, c'est illisible.
illisible, parce qu'ils inventent leur langage. Ils s'enferment, ils doivent créer le sens. Ils ont tourné le dos à la réalité, quoi. Ils ont tourné le dos à la réalité, mais ça c'est c'est la rançon de cette modernité qui, depuis Nicolas de Cuse et depuis Descartes, a réduit la philosophie à une philosophie de la connaissance qui ne saisit plus la chose en soi telle qu'elle est dans la réalité avec son intelligibilité. Elle construit, elle produit le sens, elle produit la forme a priori de l'entendement pour Kant. C'est elle qui produit l'intelligibilité. Mais je ne connais pas les choses en soi. Les choses, c'est pas ce dont je parle. La chose demeure dans l'obscurité de l'inconnaissable, parce que ce que je connais, ce n'est que ce que je connais. C'est-à-dire que ce que je produis conceptuellement à travers les formes a priori de mon entendement, formes qui sont donc dans l'entendement et non pas inhérentes à la chose, et donc source d'intelligibilité qui se trouve dans la chose elle-même et non pas dans l'entendement. Est-ce qu'on peut parler de réalité conventionnelle ? Alors, c'est-à-dire ici, on touche la notion de nature, c'est-à-dire que la nature, c'est en effet ce qui fait qu'une chose est comme elle naît, quoi. On est comme on est, EST, NAIT. Il y a une nature, nascor, natus, la nature, c'est devenir ce que l'on est. Et l'être, c'est justement le fait de ne pas pouvoir être autre chose que ce que l'on est. Et la convention, c'est ce qui pose le sens, c'est ce qui fait que la chose est construite par le système, par ma conception des choses. Enfin, je veux dire, la chose est réduite à sa conception, à sa représentation. Souvent, je parle je cite Magritte, le peintre Magritte, non, qui dit je suis qui oppose qui fait une belle pipe, n'est-ce pas? Et il peint une belle pipe et puis il dit en dessous, ceci n'est pas une pipe. Parce qu'en effet, c'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. Eh bien, pour la modernité, la réalité, c'est la représentation. Le concept ne renvoie pas, connaître, ce n'est pas se servir d'un concept pour saisir une chose et le sens d'une chose et son intelligibilité. Non, connaître, c'est connaître le concept. Ce n'est pas connaître au moyen du concept. La philosophie moderne, donc, est une philosophie qui enferme le sujet, qui est une philosophie du sujet, qui enferme le sujet en lui-même dans la construction de ce qu'il connaît, de telle manière que ce qu'il connaît est l'objet construit par l'entendement. Jamais la chose en soi. Donc il faut distinguer, vous voyez, la chose et l'objet. Une chose en soi est inconnaissable parce que ce que je connais, c'est uniquement ce que mon entendement me permet de construire à travers les formes a priori, comme Kant, vous connaissez Kant, et donc je ne connais que des objets. Je ne connais que ce que je connais. Et donc quand, n'est-ce pas, je dirais que ce que je connais, ce sont des mots qui me permettent de désigner des choses arbitrairement, de telle manière que je pourrais dire ceci, c'est une chaise, je suis assis sur une table et j'écris sur une chaise, les mots sont conventionnels. C'est ça, le caractère arbitraire des mots. Les mots ne renvoient pas aux choses. Et le langage est un système de signes arbitraires qui crée du sens. Et donc, tout est mot, tout est signe. Et je crée du sens. Le sens, donc, ben voilà, quoi. Et donc ici, voyez-vous, ici vous avez une racine, c'est là où vous vous rendez compte de l'importance de Duns Scotus et de Occam, qui ont engendré Luther. Et vous savez que pour Luther, la transsubstantiation, c'est une transsignification. Pourquoi? Tout est signe. Tout est signe. La substance est volatilisée dans les mots. Et le signe, c'est moi qui donne le sens aux choses. Et alors, vous comprenez que vous voyez tout de suite le charicisme que ça devient. C'est pourquoi aujourd'hui on est fortement influencé par ce nominalisme et les théologiens ont fricoté un peu avec le nominalisme. Et ça donne ce que ça donne, n'est-ce pas? Le Saint-Sacrement est tout à fait relativisé. C'est un signe, quoi. C'est plus une présence réelle, vous voyez? C'est un signe. Ah ouais, c'est très grave. Et donc tout cela, pourquoi? Parce que nous sommes dans une philosophie qui
a renoncé à l'être, au réel, et qui part de l'unité, de ce platonisme, vous voyez, de ce néoplatonisme. Vous comprenez, et c'est pourquoi toute l'histoire de la pensée, de la philosophie, est un rapport, un conflit entre Aristote et Platon. Platon, n'est-ce pas, dit non, la réalité c'est dans l'idée. Bon, encore Platon était réaliste. La réalité, pour Duns Scott, je n'y arrive pas. Je ne connais que le concept, que la représentation. Bon, tout ça, il faudrait qu'on en parlera de toute façon, on étudiera Duns Scott, mais Duns Scott pour moi a été une catastrophe. Bon, heureusement c'est bien heureux Duns Scott, il nous a montré l'Immaculée Conception, et espérons qu'il est en train au ciel de corriger les erreurs qu'il a commises sur Terre. Bon, donc, je suis assez sévère avec Duns Scott. Duns Scott, c'est une catastrophe. Alors, je partage cet avis avec un grand collègue, André de Muralt, professeur à l'Université de Genève, un grand médiéviste. Bon, aujourd'hui à la retraite, mais il parle toujours. On a entendu dire que Edith Stein, elle a essayé de réconcilier, enfin de relire la phénoménologie à la lumière de ses pouvoirs. Oui. Selon ce que vous dites, c'est un peu difficile déjà. C'est difficile. C'est difficile, mais bon, enfin bon, là je connais pas, j'ai pas étudié Edith Stein parce que justement, bon, ça fait pas partie de mon horizon de réflexion, mais bon, mais en même temps, c'est une tentative héroïque aussi, et il faut le faire, et il faut voir un peu tout le bien qu'on peut tirer de la phénoménologie. Mais vous comprenez, la phénoménologie, c'est quoi? La phénoménologie, c'est Husserl. Et Husserl, qu'est-ce qu'il nous fait là? Après Hegel. Vous comprenez, Hegel n'a fait que réaliser l'histoire complète de l'histoire moderne de la pensée, mais il enfermait la pensée en elle-même. Bon voilà, le sujet et l'objet s'identifient, le sujet et l'objet s'identifient. Ouais. Mais attention, la substance, pour lui, c'est toujours du conçu, du conceptuel. On est toujours dans l'ordre de l'esprit, au sens conceptuel, au sens, vous voyez, on a perdu de vue déjà, on est dans la représentation. Vous voyez. La substance, ce n'est pas l'ousia aristotélicienne de ce qui est réellement et donné empiriquement de telle manière que je m'interroge sur une réalité individuelle. Enfin, Socrate, c'est Socrate. Bref, tout ça, c'est toute la philosophie difficile de l'être aussi, mais bon, peu importe. Donc, faisons ici un petit résumé. Donc Hegel, n'est-ce pas, c'est l'esprit absolu qui se rejoint. Enfin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'unité. Hein. L'unité, c'est le philosophe de l'un aussi. C'est du plotinisme. C'est de l'immanentisme. Vous voyez, l'immanentisme, c'est ce qui ne renvoie qu'à soi, ne renvoie qu'à soi. Vous voyez. Et l'histoire de l'esprit absolu, c'est l'histoire de la reconstitution de soi par soi, n'est-ce pas, sous justement l'effet d'une énergie justement mystérieuse, n'est-ce pas, qui anime l'esprit. Bon, peu importe. Après Hegel, on n'a fait que réagir contre lui. Et Husserl, un moment important, après Kierkegaard, après beaucoup d'autres auteurs, Husserl, lui, nous dit, non, maintenant, mon cher Hegel, c'est fini cette histoire d'identité entre l'idée, le sujet et l'objet. Non, maintenant, le sujet, c'est pas l'objet c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la conscience en tant qu'elle est conscience de quelque chose. Intentionnalité de la conscience. Ouais. Et l'objet, c'est ce qui se présente à la conscience en tant qu'il se présente à la conscience. Ouais. Et donc, l'inconvénient aussi de cette phénoménologie, c'est que je ne fais pas l'expérience empirique des choses. Je ne fais l'expérience que de ce qui est un vécu de conscience. Vous voyez pourquoi aujourd'hui la Befindlichkeit, l'émotion, l'émotivité, le sentiment, le vécu, on tombe dans un vécu subjectif terrible, dans une subjectivité vraiment qui devient presque maladive, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce vécu est un vécu de conscience, ce n'est pas un vécu incarné, quoi, vous voyez, un vécu par toute la personnalité qui remet en question l'unité de la personne humaine, qui est une unité de corps et d'âme, d'esprit, de sens, etc., intégré, quoi. Ici, non, on est, le vécu de conscience. Bon. Alors, il y a là-dessus Heidegger qui arrive et qui dit, ah, mon cher Edmund, merci, tu nous as enfin débarrassé de Hegel, tu nous as libéré de cette identification totalitaire, étouffante, où le sujet ne se diffère plus de l'objet, tout ça. Alors, moi, ça y est, maintenant, c'est fini, je t'ai compris, mais le sujet, moi, ça ne m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est plus tellement le temps, la conscience en tant qu'elle est conscience de quelque chose. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'objet en tant qu'il se présente, indépendamment de toute conscience à laquelle il se présente.
mais alors donc, maintenant, il s'agit de se rendre compte que l'objet n'est pas l'objet conçu par un sujet. Je renvoie dos à dos sujet et objet. Je reste avec la notion de ce qui se présente en tant que cela se présente. Et c'est ici que Heidegger renoue avec une certaine métaphysique, entre guillemets. Car pour lui, maintenant, il s'agira de comprendre ce que le sens de cette présence, de ce qui se présente. Vous voyez, c'est quoi ce qui se présente? C'est pour lui. Alors, il va parler justement de cette présence du Dasein, de l'être là, l'être là, le Dasein, l'être là. Ça se trouve là, tiens, le Wujud encore, on retrouve le Wujud, l'existence, c'est là. Mais alors attention, le problème avec lequel il va se trouver, c'est que le problème auquel il va se heurter, c'est que cette présence de ce qui se présente indépendamment de la conscience, donc indépendamment de tout ce qui pourrait rendre intelligible ce qui se présente là. Et ce qui se présente là, donc, désormais, est sans essence, sans intelligibilité, sans qu'on puisse comprendre quoi que ce soit de cette chose-là présente, qui est jetée hors de toute intelligibilité, de toute essence, qui pourrait déterminer, définir, encadrer, enfermer dans une définition. Quelle horreur! C'est pourquoi, pour lui, l'homme n'est plus un animal rationnel définissable. L'homme est hors raison. C'est pourquoi aujourd'hui, ça va ouvrir tout cela à des conceptions aujourd'hui, le transhumanisme, le spécisme, enfin toutes ces histoires, parce qu'il n'y a plus rien de définissable. L'homme est jeté dans un monde absurde, indépendamment de toute signification. Donc l'essence du Dasein, dit Sein und Zeit dans le grand ouvrage de 1927, Être et temps, il dit l'essence du Dasein, mais quand il dit l'essence, en allemand c'est Wesen. Wesen des Dasein ist Existenz. Donc l'essence du Dasein est d'exister. Mais attention, l'essence ça veut dire c'est Wesen. Et Wesen ça veut dire rendre présent. Ce qui rend présent. Et la Wesenheit, c'est la présence. Alors donc ce qui rend présent, ce qui fait le Dasein, c'est ce qui le rend présent. C'est ce qui le rend présent, c'est ce qui le jette, le projette en avant de lui-même, en dehors de toute essence, et donc en dehors de toute signification, dans un monde absurde. Donc vous voyez déjà, vous sentez le mot d'exister comme sortir hors d'eux. Et cette présence va devenir, ce qui se présente à partir d'une donation. Et c'est pourquoi il va exploiter l'expression allemande. Il y a, en allemand, ça se dit es gibt. Cela donne. Et donc, il va montrer comment, comment cela se présente en se donnant là. Il faut bien qu'il y ait quelque chose, quelqu'un qui donne. Et c'est ici que l'héraclitéisme rentre en jeu. Puisque vous vous souvenez qu'un contraire appelle l'autre, mais en même temps le rejette. Et donc l'existence, le Dasein est un événement, le fruit d'une donation, d'un arrivé là, qui est le fruit d'un rejet de son contraire. Enfin, c'est le même, il applique la même dialectique, si on veut, d'Héraclite, qui dit que les deux contraires sont en guerre l'un contre l'autre. Et lui, il va dire, n'est-ce pas, que la guerre, c'est entre l'être et le temps. Voilà, l'être et le temps, tout ça, c'est obscur aussi, parce que c'est quoi l'être pour lui? C'est ce qui se trouve là, c'est l'être de l'étant, mais l'être qui se présente là comme résultant d'une donation, d'un don. Es gibt, il y a quelque chose qui est donné là. Et tout ça vient-il, tout cela? Alors, évidemment, donc, je ne peux pas dire que ça vient de rien, puisque de rien ne peut sortir de rien. Et c'est là où Heidegger renoue plus ou moins consciemment avec le plotinisme, avec la philosophie de l'un. Parce que l'un, c'est justement ce qui unifie, c'est l'acte d'unir. C'est donc l'acte d'unir, ce qui est opposé, ce qui se sépare. Et donc ce qui est là est projeté, jeté en avant de quoi? En avant de ce qui le jette. Et l'événement, l'Ereignis, c'est le résultat d'une désappropriation
Et c'est le résultat d'une désappropriation, c'est une appropriation, c'est le propre de ce qui advient là, mais qui advient là en ayant rejeté ce d'où il vient, d'où il provient. Ouais. Bon, donc il y a, voyez, une relation, tout est relation, il n'y a pas de substance, quoi. Voilà la question. C'est pourquoi aujourd'hui la théorie des quantas, du quanta, alors là, vous savez, les quantas en science, la théorie des quantas vient absolument illustrer cela, quoi. Donc tout est relation, vous voyez. Mais tout est relation dans le vide, quoi, et dans le vide, parce que les quantas, c'est cette énergie. Enfin bon, je peux pas développer cela évidemment, je suis pas physicien, mais enfin, ce que je sais, c'est que, n'est-ce pas, deux particules entre elles sont en relation entre elles parce que il y a dans chaque particule quelque chose qui renvoie à l'autre particule. Donc la réalité est composée de deux particules qui sont en relation mais en s'opposant. Ils sont jamais ensemble, vous voyez, et donc il y a une énergie, vous voyez, une énergie qui fait qu'elles se rapprochent, qu'elles se repoussent, n'est-ce pas? Mais entre ces deux particules, il n'y a que du vide, quoi, que du vide, vous voyez. Et donc il n'y a pas de substance, rien n'est substantiel. Tout se passe dans ce vide. Et finalement, vous voyez, c'est l'énergie qui devient le dernier mot de cette pensée, de cette philosophie. Et donc tout est relationnel, tout est un rapport de rapport. Enfin, malheureusement, je vous dis ça très rapidement, parce que tout cela supposerait des heures d'enseignement, quoi, ouais. Mais pour aller à l'essentiel, voyez-vous, donc il faut bien comprendre tout ça. C'est le refus de l'être. L'être est de trop. L'être est sans cesse rejeté. L'être est comme une balle qu'on se renvoie, quoi. Que deux particules se renvoient l'une à l'autre, quoi. C'est une balle qui se renvoie dans un espace vide et qui permet de relier ce qui est séparé. Ouais, voilà, la distance est ce qui permet de relier, quoi. Tiens, voilà, ouais, il faut que, vous voyez, dans l'unité, il y a un creux, une distance, un aspect qui se crée et qui oppose l'unité à l'unité, vous voyez. Et c'est pourquoi on s'en sort pas, quoi. On s'en sort pas. C'est le néant qui néantise, quoi. C'est pourquoi la question, c'est vraiment la question de l'être, quoi. Hein, qu'est-ce que l'être, dit Aristote, sa métaphysique, c'est le vrai problème du philosophe. Qu'est-ce que l'être? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, l'être de ce qui est, ouais. Ce qui est, l'être de ce qui est, vous voyez, l'essence et l'être, vous voyez. Bon, écoutez, aujourd'hui on s'est un peu amusé, aujourd'hui c'était plutôt, n'est-ce pas, un peu chaotique, tout cela parce qu'on a voulu aborder un philosophe obscur, plus obscur encore qu'Héraclite, en voyant dans quelle mesure ce philosophe obscur a pu rendre plus clair un philosophe encore plus obscur, vous voyez.